Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Le Figaro TV. 4 invités au programme de Point de vue aujourd'hui. On va d'abord revenir sur l'allocution du président de la République hier soir, une adresse à la nation au ton très solennel alors que la Russie est devenue une menace pour la France et pour l'Europe. Ce sont les mots du président de la République. L'analyse à suivre de Guillaume Roquette. Nous irons ensuite à Rome et plus précisément place Saint-Pierre où nous attend le spécialiste religion du Figaro Jean-Marie Guénois. Le carême s'est ouvert hier pour 1,4 milliard de catholiques dans le monde entier, mais l'inquiétude monte autour de l'état de santé du pape François. Nous ferons le point sur les derniers bulletins. En troisième partie, nous serons avec l'ancien président de l'Assemblée nationale et ancien ministre de la Transition écologique, François de Rugy. Il est en colère contre une certaine forme de militantisme écologiste. Alors l'écologie politique est-elle vraiment écologique? C'est la question qu'il se pose, c'est la question que nous lui poserons. Et puis je recevrai enfin Olivia Morel. Elle est la première personne née de mère porteuse à lancer un appel à l'abolition universelle de la GPA, pratique qu'elle qualifie de véritable traite humaine. Alors pourquoi ce combat? Va-t-on vers une sorte de MeToo des mères porteuses? Nous lui poserons la question, ce sera en dernière partie. Bonjour Guillaume Roquette. Bonjour Timothée. Alors Emmanuel Macron a fait court hier soir pour cette allocution, un peu moins de 15 minutes et c'est assez rare pour être souligné, cette allocution depuis l'Élysée. Un ton quand même très grave, très solennel, à la veille donc de ce sommet européen qui doit se tenir cet après-midi à Bruxelles sur l'Ukraine, sur la défense de l'Europe. Que retenez-vous, Guillaume, de cette prise de parole présidentielle? Je retiens que le président de la République semble avoir un cap assez clair, et ça, je pense que c'est positif. D'abord, à court terme, il y a un vrai engagement de la France à ne pas laisser tomber l'Ukraine. C'est un engagement, c'est aussi un pari. Parce que Emmanuel Macron a expliqué clairement qu'il ne fallait pas que la guerre s'arrête tout de suite, parce que sinon, ce serait un cessez-le-feu dans des conditions trop négatives pour l'Ukraine, et que ce serait forcément une paix à son détriment. Donc, il y a un pari. Le pari, c'est que, même sans l'aide américaine, puisque vous savez que Donald Trump a annoncé qu'elle s'arrêtait, même sans l'aide américaine, la guerre peut continuer grâce à l'appui des Européens. On va voir si c'est possible ou non, on le saura dans les semaines qui viennent. Et puis, bien sûr, il y a la prise de conscience assez solennelle de la menace russe. Alors, Emmanuel Macron ne dit pas que la Russie est notre ennemi, mais il dit que c'est une menace protéiforme. D'ailleurs, il a précisé un petit peu toutes les façons dont la Russie pouvait déstabiliser l'Europe, et donc l'appel, évidemment, à un réarmement général. Mais il n'était jamais allé aussi loin, quand même, sur cette idée de menace de la Russie. D'ailleurs, le Kremlin n'a pas manqué de lui répondre ce matin en parlant de propos qui seraient infondés de la part du président de la République. C'est lui-même qui disait, il y a quand même, au début de la guerre, il y a 3 ans, qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Il y a clairement eu un changement de pied progressif sur cette question. Oui, c'est vrai. Et on peut aussi se souvenir qu'au début de son premier mandat, en 2017, Emmanuel Macron avait reçu Vladimir Poutine avec tous les honneurs possibles. C'était au château de Versailles. Puis de façon plus intime au fort de Brégançon. Donc je pense que ce qui a tout changé, c'est la guerre d'Ukraine, c'est l'invasion de 2022 et le constat du président de la République, qui est de dire que la Russie est vraiment devenue dangereuse. Il l'a d'ailleurs illustré avec des petits tableaux. On voyait des tableaux, il s'est voulu très pédagogique. Schémas, oui, c'est ça, des schémas avec le nombre de chars, le nombre de soldats. Et c'est vrai, la Russie est en train de se réarmer. Alors, la Russie n'est pas pour autant une menace militaire pour la France. Personne n'imagine les chars de M. Poutine défiler sur les Champs-Élysées, mais le risque existe. Donc, il faut que les Français en soient convaincus. Je pense que c'est pas gagné, parce qu'effectivement, l'Ukraine c'est loin, la Russie c'est un pays avec lequel on n'avait pas, depuis la chute du mur de Berlin, des relations conflictuelles. Donc, c'est un peu un état d'esprit qu'il faut changer. Et c'est vrai qu'il y a d'autres préoccupations dans l'esprit des Français. L'enjeu d'Emmanuel Macron, c'est de dire attention, la Russie est là, la Russie est une menace pour la France. Est-ce qu'il a, selon vous, raison de faire cela au risque de créer, d'alimenter un climat anxiogène? Alors, oui, je pense qu'il a raison, parce que il faut préparer les esprits au réarmement. Et donc à l'effort de guerre. Et là, il y a, je dirais, l'éléphant dans le couloir. Et la grande faiblesse de la déclaration du président de la République, c'est comment est-ce qu'on va financer tout ça ?
parce que le chef de l'État a expliqué qu'il allait demander aux partis politiques et aux partenaires sociaux leurs idées. Mais je pense que si on veut tenir un discours aussi martial, vous savez, il a même dit la patrie a besoin de vous, bah, il faut être un peu concret. Donc moi j'aurais attendu du président de la République qu'il dise écoutez, on va devoir faire un effort financier très important pour se réarmer, d'autant qu'il est possible que les Américains nous laissent tomber, donc il va falloir dépenser moins ailleurs. Il a un peu renvoyé la balle au gouvernement. Mais oui, exactement. C'est-à-dire qu'en gros, quand ce sont des grandes déclarations, là, il est parfait. Mais quand il s'agit d'être un peu concret et un peu courageux, là, il est moins présent. Est-ce qu'on peut imaginer sérieusement qu'au moment où on dit il faut que tout le monde se mobilise, il est sérieux de discuter dans cette espèce de truc là, ça s'appelle le conclave, je crois, en disant et si on dynamitait la réforme des retraites, qui est la seule réforme sérieuse faite en France depuis 10 ans pour diminuer la dépense publique et faire bosser les gens davantage. Donc c'est ça la grande limite de l'intervention du président de la République, c'est que quand il a fallu s'engager, eh ben, il n'était plus là. Quelques chiffres ont été avancés ce matin par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Quelques précisions justement. Lui, il dit ceci: notre armée pourrait atteindre un poids de forme convenable, c'est son expression, autour de 90 milliards d'euros par an. On est à un peu plus de 50 milliards aujourd'hui. C'est donc un doublement, si mes calculs sont bons. Est-ce que c'est possible, ça ? Bah, je pense que c'est possible à condition ou de faire des économies ailleurs ou d'augmenter encore notre endettement. Et je pense que c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on entend déjà des messages. C'est une déclaration d'Emmanuel Macron qui est passée un peu inaperçue. C'était il y a un mois maintenant. Il a dit que les barrières, les limites de 3% du déficit en termes de pourcentage du PIB n'étaient plus pertinentes. L'Union européenne, par la voix d'Ursula von der Leyen, a dit aussi que c'était important de se réarmer et que donc il ne fallait pas que ça entre dans les critères de Maastricht. Bon. Voilà, ça veut dire qu'une fois de plus, on va s'en sortir par la dette. Et je vois une sorte de paradoxe à vouloir à la fois se renforcer militairement, ce qui est positif, et s'affaiblir financièrement. Parce qu'on peut toujours dire à nos créanciers que c'est de la bonne dépense. Vous savez, quand vous allez voir votre banquier, vous avez besoin d'un prêt, lui, ce qu'il voit, c'est votre capacité à rembourser. C'est pas ce que vous allez faire de ce prêt. Donc je pense que c'est un peu risqué. Vous voyez, c'est sur le volet financier et financement, plus exactement, de la déclaration du président de la République que je suis assez dubitatif. C'est un sujet sur lequel nous sommes évidemment surveillés de près par les agences de notation, par les banques. Emmanuel Macron a profité également de cette allocution pour clarifier ses propos sur la question du nucléaire, cette question de la dissuasion du nucléaire, le débat, faut-il ou non l'élargir aux alliés européens. Lui, il confirme vouloir ouvrir ce débat stratégique, mais il affirme que cette dissuasion resterait, je cite, souveraine et française de bout en bout. C'est une mise au point salutaire, selon vous ? Oui, je crois que il faut bien distinguer, et c'est un sujet qui est en train de devenir familier aux Français, la maîtrise de l'arme nucléaire et son périmètre. La maîtrise de l'arme nucléaire, elle reste spécifiquement française, c'est le chef de l'État et lui seul qui appuie sur le bouton. La question, c'est de savoir, est-ce que jusqu'à présent, cette arme nucléaire qui servait à protéger les intérêts vitaux de la France, est-ce qu'elle pourrait voir élargir son périmètre de protection comme une sorte de parapluie pour protéger d'une éventuelle agression russe les pays d'Europe. Est-ce que ça vous semble être une bonne idée ? Alors, ça me semble vertigineux. Le général de Gaulle avait déjà dit, je crois que c'était dans un message aux armées, que si le pacte de Varsovie pénétrait en Allemagne ou dans le Benelux, là, les intérêts vitaux de la France seraient en jeu, et donc ça pourrait justifier l'usage de l'arme nucléaire. Mais aujourd'hui, je pose la question, est-ce que on est prêt à envoyer une arme nucléaire si la Russie attaque la Pologne ou les pays baltes? Oui, ça pose la question effectivement des limites. À partir de quand on considère que les enjeux stratégiques les intérêts stratégiques sont mis en cause? Oui, et surtout les intérêts du peuple français, parce que le danger, c'est évidemment la riposte. Nous sommes capables d'envoyer une bombe atomique sur ces théâtres d'opération, mais il y a évidemment le risque d'une rétorsion. Et donc la question, et j'ai pas la réponse, c'est est-ce que on est prêt à sacrifier Toulouse pour sauver Riga, l'une des capitales des pays baltes, vous voyez, parce que je pense qu'en tout cas c'est un débat majeur qui doit se faire avec les Français, et à mon avis qui ne peut se trancher que dans une campagne présidentielle. D'autant qu'effectivement le cadre de l'utilisation de l'arme nucléaire, de son emploi, est évidemment
justement très encadrée et il faut que les intérêts stratégiques de la France soient en jeu. Et effectivement, vous soulignez cette question, à partir de quand on considère que les enjeux de la France sont mis en cause? Voilà, parce que d'autant que la France ne dispose pas de ce qu'on appelle les armes nucléaires tactiques, c'est-à-dire des armes nucléaires de faible intensité. Nous, nos bombes, c'est forcément alors je ne me souviens plus le nombre de kilotonnes parce que je ne suis pas un expert, mais elles feraient forcément d'énormes dégâts. Elles ne sont pas conçues pour être utilisées sur le champ de bataille. Donc c'est pour ça que ce serait forcément très violent, avec une riposte possible très violente de la part d'un ennemi qui pourrait être la Russie. C'est pour ça que tout ça est vraiment complètement nouveau, mais il y a peut-être une chance historique pour la France de jouer à nouveau un rôle majeur au sein de l'Europe, pour autant évidemment que ce soit sous le contrôle des nations et que on ne délègue pas, mais ça je crois que tout le monde a compris que ça n'arriverait pas, à l'Union européenne l'usage de notre défense et a fortiori de notre arme nucléaire. Vous revenez sur ce débat, Guillaume, dans votre éditorial à retrouver dans le Figaro Magazine ce week-end. Vous dites qu'il ne faut en aucun cas fantasmer sur une hypothétique défense européenne qui prendrait la place de l'OTAN. Oui, parce que il faut une Europe de la défense, mais il ne faut pas forcément une défense européenne. Il ne faut pas du tout même. C'est pas uniquement jouer avec les mots. Aujourd'hui, vous avez deux conceptions de la coopération européenne. Ou bien ce sont les États qui coopèrent entre eux, ou bien les États délèguent à l'Union européenne un certain nombre d'instruments de souveraineté. Par exemple, pour répondre à M. Trump qui veut augmenter les droits de douane sur les marchandises européennes, c'est pas M. Macron, Mme Meloni qui vont aller négocier avec Washington. Nous avons délégué à l'Union européenne et à la Commission européenne notre souveraineté en matière de négociation commerciale. De la même façon, nous n'avons plus, vous le savez, la maîtrise de notre monnaie, puisque tout ça, ça se décide à Francfort avec l'euro. Et en revanche, l'armée, la défense, ça c'est un instrument de souveraineté. J'allais presque dire que c'est le dernier qui nous reste, puisque même la gestion de nos frontières, nous l'avons déléguée. Avec l'espace Schengen. Avec l'espace Schengen, parce que vous pouvez passer librement de la Belgique à la France sans être contrôlé par qui que ce soit. Et donc, toute la difficulté est là, c'est que les armées doivent rester des instruments de souveraineté nationaux, mais en même temps, elles vont devoir coopérer entre elles. Et donc, vous avez des questions qui sont considérables. Par exemple, qui va commander ? C'est parce qu'il y a un moment sur le champ de bataille, il faut quelqu'un pour donner l'ordre. Donner l'ordre d'aller tuer des gens, d'aller tuer des soldats. Donc c'est quelque chose de majeur. Est-ce que nous sommes prêts à déléguer à des militaires d'autres pays la vie des soldats français? Alors tout ça, ça a existé dans le passé. Pendant la Première Guerre mondiale, il n'était pas encore maréchal, le général Foch était à la tête de ce qu'on appelait la coalition, c'est-à-dire qu'il était à la tête de l'armée française, mais aussi de l'armée britannique et du contingent américain qui avait débarqué sur le théâtre européen. Donc c'est possible, mais c'est quelque chose de complètement nouveau, et donc ça prendra du temps à être mis en place. Et c'est tout l'enjeu du sommet européen qui s'ouvre cet après-midi à Bruxelles, en présence notamment de Volodymyr Zelensky. Merci beaucoup. Merci à vous. Guillaume Roquette, aux couvertures du Figaro Magazine ce week-end. Vive les hommes, le manifeste de Frédéric Beigbeder, avec également le reportage de Vincent Joly et Alfredo Bosco en Irak et en Syrie, autre théâtre de guerre. Et puis cette analyse de Guyane de Monjou sur le pape François, son pontificat, je cite, riche et chahuté, à l'heure où le chef de l'Église catholique est toujours hospitalisé à l'hôpital Gemelli à Rome. Rome, justement, où l'on retrouve tout de suite Jean-Marie Guénaud, spécialiste des questions religieuses au Figaro. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Timothée. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes plus précisément place Saint-Pierre, où les fidèles romains se réunissent chaque soir ces jours-ci pour prier la prière du chapelet pour le pape François. Jean-Marie, d'abord, quelles sont les dernières nouvelles autour de l'état de santé du pape François ? Les dernières nouvelles, on vient de les avoir juste en face de moi. Vous ne les voyez pas, mais c'est derrière la caméra. Il y a la salle de presse du Saint-Siège où Matteo Bruni, qui est le directeur de cette salle de presse, sorte de porte-parole du Vatican, fait un point quotidien en fin de matinée pour dire les dernières nouvelles. Donc ce matin, l'alternance des techniques respiratoires, où le pape passe d'un masque la nuit à des simples canules dans le nez pour l'aider à respirer dans la journée, avec des exercices de respiratoire pour entretenir sa fonction de respiration, ce qui
sont des données techniques, disons, selon le Vatican, et qui pourraient laisser penser qu'il y a une stabilité de la situation. Mais il apparaît tout de même que sans ces appareils respiratoires, le Saint-Père ne serait pas dans cette situation. Il aurait peut-être serait-il déjà dans un cas critique. Donc, on est donc suspendu à ces communiqués du Vatican qui depuis lundi, de crise, mardi, pas de crise, mercredi, pas de crise, aujourd'hui, apparemment, pas de crise. On le saura vraiment ce soir parce qu'il y a en fin d'après-midi un autre communiqué, plus médical celui-là, qui fait le point sur la journée du Saint-Père. Donc, en résumé, la situation est stable, mais il n'y a pas d'amélioration, le mot n'est plus prononcé ici au Vatican. Est-ce que l'on sait, Jean-Marie, combien de temps le pape François devrait rester à l'hôpital Gemelli? Est-ce qu'il est envisagé aujourd'hui au Vatican, au Saint-Siège, de transférer le pape François, qu'il revienne à la maison Sainte-Marthe où il vit au Vatican, pour être hospitalisé, j'allais dire, à domicile, comme ça avait été le cas, par exemple, de Jean-Paul II par le passé? C'est effectivement un sujet qui est à l'ordre du jour, mais qui n'est pas du tout officiel. C'est une des hypothèses actuellement en discussion, effectivement, en réflexion, en tout cas au Saint-Siège, mais elle dépend aussi de l'avis des médecins. Et c'est une décision difficile à prendre parce que l'équipement médical de là où le pape préside, à savoir la résidence Sainte-Marthe, d'ailleurs qui est quasiment derrière moi, derrière les colonnes là que vous voyez, à l'intérieur de l'enceinte du Vatican, n'est pas celui d'un hôpital. Et pour le moment, en tout cas, prendre cette décision est très lourd de responsabilité, compte tenu justement non pas de la faiblesse d'équipement, mais en un mot, la résidence Sainte-Marthe où il habite est une sorte d'hôtel, résidence de cardinaux et de prélats, mais n'est pas ni un EHPAD, ni une clinique avec tout l'équipement nécessaire. Un mot, Jean-Marie, sur la communication du Saint-Siège. Vous avez évoqué ces bulletins médicaux qui sortent plusieurs fois par jour, au moins 2 fois par jour. Vous connaissez parfaitement les rouages justement du Saint-Siège, du Vatican, de la communication. La santé des papes, ça a toujours été un sujet extrêmement sensible, avec beaucoup d'opacité, en particulier justement sur les questions médicales. Et c'était le cas, par exemple, à l'époque de Jean-Paul II, qui était très malade à la fin de son pontificat. Là, on a l'impression qu'il y a une forme de transparence avec justement ces bulletins médicaux. Est-ce que vous confirmez? Alors, il faut d'abord la raison de du contrôle de l'information, qui est vrai dans toute institution, c'est que si un jour le Vatican annonce, comme on le ferait pour un président, que maintenant c'est terminé, évidemment, autour de lui, enfin, toute l'institution est mise en cause. Donc, cela explique la prudence et le contrôle du Vatican sur ses communiqués. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, le pape François a souhaité une transparence. Et cette transparence est toute relative. Elle avait eu lieu quand il s'était fait opérer de l'intestin il y a 2 ans, avec une conférence de presse inédite des médecins qui l'avaient opéré après l'opération. On a eu cette conférence de presse il y a une dizaine de jours ici à Rome, mais qui n'a pas été renouvelée parce que le lendemain de cette conférence de presse plutôt rassurante avec les médecins fiables, on peut leur prêter confiance puisque ce sont eux-mêmes qui assument leurs propos en direct devant les caméras. Et le lendemain de cette conférence de presse, le pape avait connu une crise très grave de respiration. Donc aujourd'hui, cette transparence, elle est une transparence de principe. Le fait est que l'information est vraiment contrôlée par le Vatican. Et enfin, les médecins s'y reprendront à plusieurs reprises avant de prendre face à des caméras, annoncer des situations, des diagnostics qu'ils considèrent eux-mêmes comme réservés. Quelle est, Jean-Marie, l'atmosphère au Vatican ces derniers jours? Est-ce que vous diriez qu'il y a petit à petit une ambiance de fin de règne qui est en train de s'installer? Ce que j'ai essayé d'expliquer ce matin dans le journal, dans le Figaro, j'ai fait une page entière sur le sujet. Dire qu'il y a une atmosphère de fin de règne, c'est pas tout à fait le cas parce que le pape, effectivement, les gens le respectent, les cardinaux le respectent, quelle que soit leur opinion.
mais il y a, comment dire, on est dans une phase médicale où la personne est en souffrance, et même si effectivement tout le monde pense à la suite, il y a une décence face à sa personne qui fait que on n'est pas, autrement dit, on n'est pas dans une phase de conclave enclenché direct. On est dans une phase d'attente, assez usante d'ailleurs pour les gens qui sont là, suspendus à ces bulletins médicaux, et avec également beaucoup de prières. Vous soulignez tout à l'heure que sur cette place ce soir, il y a ce chapelet très, très émouvant, même s'il n'y a pas une foule immense. Il y a des gens très convaincus qui viennent prier, que l'on doit respecter. C'est pas le nombre des personnes qui prient qui change les choses, c'est les personnes qui prient dans une éthique chrétienne. Donc on est dans cette phase où personne ne sait ce qui va se passer, tout le monde s'en remet aux médecins et à Dieu pour les croyants, avec une forme de respect pour cette personne, le pape qui souffre. Merci beaucoup Jean-Marie Guénois, merci à vous pour ces derniers éléments, ces dernières informations. Donc depuis la place Saint-Pierre à Rome, au Vatican, à retrouver dans Le Figaro aujourd'hui. C'est d'ailleurs la une du journal, effectivement, votre bilan très complet de ces derniers jours, avec les précisions des médecins, des rares prélats qui ont pu approcher le pape François depuis le début de son hospitalisation, et puis également le témoignage des pèlerins à place Saint-Pierre, ces témoignages que vous avez pu recueillir donc depuis le Vatican. Retour en France à présent. On va revenir sur un débat qui agite notre société, et c'est d'ailleurs particulièrement le cas en ce moment avec la crise que traverse le monde agricole. Comment réconcilier l'écologie et l'économie? Est-ce que l'écologie politique d'ailleurs est vraiment écologique? C'est la question que se pose François de Rugy, et on en parle avec vous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre également de la transition écologique sous le premier mandat d'Emmanuel Macron. Vous êtes aujourd'hui conseiller régional des Pays de la Loire. Vous avez d'ailleurs récemment lancé votre chaîne YouTube. Ça s'appelle « Et si l'économie sauvait l'écologie ?» C'est une chaîne qui a pour but, je cite, de lutter contre les dérives d'une écologie médiatique que vous jugez sans rigueur scientifique et donc in fine contre-productive. Pourquoi ce combat et de quelles dérives parlez-vous ? Alors d'abord, parce que je l'ai constaté depuis longtemps, ça a été une de mes raisons d'ailleurs de rupture avec les Verts, auxquels j'ai appartenu. Et effectivement, on va y revenir. Il y a plus de 10 ans, et je voyais ce divorce entre cette déconnexion, mais je pense que c'est un divorce entre l'écologie et la science. Alors qu'au départ, d'ailleurs, l'écologie était une science avant d'être un mouvement politique. Et par ailleurs, je vois depuis quelques années, je l'ai vu quand j'étais ministre, évidemment, de l'Intérieur, j'ai envie de dire, à quel point nous avons des injonctions médiatiques qui sont martelées, vraiment des sortes de campagnes médiatiques alimentées en général par des ONG, c'est-à-dire des associations dont on ne questionne jamais ni la représentativité ni le sérieux, reprises ensuite par des politiques qui se sentent évidemment soit sommés de le faire, soit qui travaillent main dans la main, comme les politiques d'Europe Écologie Les Verts, et ça amène ensuite malheureusement parfois à prendre des décisions au minimum précipité et souvent déplacé, c'est-à-dire que si on a un mauvais diagnostic, bah oui, si on a un mauvais diagnostic, on a des mauvaises décisions. Vous assumez un discours de rupture avec ce que l'on pourrait appeler vulgairement l'écologie politique. En tout cas, avec l'écologie politique telle qu'elle est représentée dans le débat public aujourd'hui en France par Europe Écologie Les Verts, ils ont changé de nom, mais c'est toujours pareil, parce que là, vraiment, on voit que c'est toujours des mots d'ordre, d'abord souvent éloignés des sujets environnementaux, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de prises de position, beaucoup de temps de parole consacré à autre chose que la protection de l'environnement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, derrière des propositions qui se disent environnementales, c'est plutôt la lutte contre le capitalisme, la lutte contre les entreprises, la lutte contre l'économie de marché qui est proposée. D'ailleurs, Sandrine Rousseau, elle ne s'en cache pas, elle dit la priorité, c'est de sortir du capitalisme. Bon, ça, c'est les mouvements d'extrême gauche qui ont toujours prôné ça, mais enfin, normalement, un mouvement écologiste, sa première préoccupation, ça devrait être de dire voilà comment on peut être efficace dans la protection de la nature et de l'environnement, voilà même comment on peut restaurer un certain nombre de milieux écologiques qui ont pu être abîmés. Là-dessus, on voit que la science nous apporte beaucoup de données. La recherche, il y a des innovations technologiques qui sont très bonnes pour l'environnement. Or, souvent, le premier réflexe des mouvements écologistes politiques ou associatifs, d'ailleurs, c'est d'être hostile
à l'innovation technologique, d'être méfiant parce que ce serait pour faire tourner l'économie. Bah oui, si on peut joindre l'utile à l'agréable, si je puis dire, la protection de la nature et le développement économique, non seulement il ne faut pas s'en priver, mais moi je crois que c'est la solution pour résoudre les problèmes écologiques. Vous avez rappelé votre engagement précédent avec les Verts, avec le parti Europe Écologie Les Verts, dont vous avez effectivement pris vos distances il y a quelques années. Je l'ai quitté en 2015, donc ça fait bientôt 10 ans. Effectivement, avant le parcours que l'on vous connaît, et donc notamment à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Vous assumez ce discours de rupture. Est-ce que vous dites qu'aujourd'hui, finalement, des partis comme Europe Écologie Les Verts ne font pas avancer la cause écologique? Je pense, oui, que sur certains sujets, ils ne la font pas avancer. D'ailleurs, je l'ai vu aux dernières élections européennes, c'est pas très vieux, hein, c'était en juin 2024, et ils ont fait vraiment un très faible score. Hein. Ça a été peu remarqué par les commentateurs parce que tout le monde a embrayé sur la dissolution, le nouveau Front populaire, etc. Mais je vois que les électeurs, d'ailleurs, ne suivent plus. Un exemple concret, le sujet énergie-climat. Moi, je considère, comme plein de gens, que c'est le défi numéro 1 auquel nous sommes confrontés. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui minimisent le réchauffement climatique, les conséquences déjà palpables aujourd'hui, parfois catastrophiques, dramatiques. Donc, il faut absolument relever ce défi. Pour relever le défi énergie-climat, le nucléaire est un atout. Je l'avais déjà dit quand j'étais ministre, mais vous avez changé d'avis. Oui, je le dis plus clairement aujourd'hui. J'ai évolué, j'ai changé d'avis. Je l'ai déjà écrit il y a quelque temps dans un livre, et je pense qu'en effet, c'est un atout pour la France, mais potentiellement pour l'Europe et pour le monde demain, d'avoir une capacité à produire de l'électricité en grande quantité, de façon 100% décarbonée, et aujourd'hui maîtrisée du point de vue de la sécurité, ce qui est évidemment très important. Or, je vois que les écologistes en France et en Europe continuent à combattre le nucléaire, alors qu'on a vu à quel point le choix de l'Allemagne était un choix qui avait emmené l'Allemagne et une partie de l'Europe dans le mur. Vous disiez d'ailleurs, hein, je reviens là-dessus quand même, parce que vous disiez, effectivement, lors de la primaire socialiste, il faut supprimer le risque nucléaire qui pèse sur la France. Vous avez changé d'avis, vous le dites, vous le reconnaissez. Vous appelez vos anciens amis à faire de même. Quels sont les blocages selon vous ? Je crois que le blocage est dans les têtes. Hein. C'est des réflexes pavloviens. On est écologiste, on est anti-nucléaire. Voilà. Moi, quand j'étais ministre d'ailleurs, et que je disais, bah voilà, le nucléaire représente une part importante en France et il a un certain nombre d'atouts, les journalistes souvent me répliquaient, mais c'est pas possible, vous pouvez pas faire de l'écologie et du nucléaire. Ah si, justement, il faut le dire. Mais on pourrait prendre d'autres exemples. Vous savez, moi j'ai beaucoup travaillé aussi sur la question de la génétique des plantes. La sélection variétale, c'est comme ça qu'on dit chez les spécialistes, et notamment pour l'agriculture. Aujourd'hui, il y a un blocage parce qu'on dit c'est des OGM. Donc à partir du moment où on a prononcé le mot OGM, c'est terminé, on ne discute plus, on ne débat plus. Alors qu'il y a des vrais progrès issus de la recherche scientifique qui nous permettent d'améliorer non seulement les productions, mais de réduire l'usage des pesticides et aussi de mieux résister aux effets du réchauffement climatique. C'est évident qu'il ne faut pas s'en priver. L'écologie aujourd'hui, elle est selon vous menacée par la radicalité de certains de ces militants. Vous racontez l'avoir ressenti lorsque vous étiez aux affaires, lorsque vous étiez ministre de la transition écologique. De quelle manière ? Alors, c'est évident que la radicalité écologique, elle produit en retour une réaction de rejet. Elle entrave l'action publique également ? Alors, elle l'entrave, alors ça c'est sûr et certain, avec les mouvements radicaux type soulèvement de la Terre. Souvenez-vous, il y a quelques mois ou un an, Gérald Darmanin était encore ministre de l'Intérieur, il avait proposé la dissolution des soulèvements de la Terre. Bon, tout le mouvement Europe Écologie Les Verts, mais aussi d'autres gens ont dit « mais non, c'est inadmissible, ce sont des mouvements qui sont utiles pour la prise de conscience écologique ». Mais en quoi sont-ils utiles ? Moi, dans mon département de Loire-Atlantique, ils sont allés saccager des cultures expérimentales des maraîchers nantais. Nous avons une vieille tradition autour de Nantes de maraîchage, c'est là qu'on produit 80% de la mâche vendue en France, le muguet, etc. Des cultures expérimentales qui avaient justement vocation à voir comment on pouvait réduire les pesticides, consommer moins d'eau, eh bien ces cultures ont été saccagées par les soulèvements de la Terre. C'est contre-productif. De terrorisme écologique. Oui, alors il faut faire attention, parce que si à une radicalité répond une autre radicalité, on risque de s'enfermer dans un débat stérile. Si en revanche on dit concrètement,
Est-ce que les soulèvements de la terre font progresser le combat écologique? Moi, je réponds non. Est-ce qu'ils le font régresser? Oui, parce que malheureusement, un certain nombre de Français qui voient cela sont véritablement effarés, pour ne pas dire effrayés, devant ces méthodes. Alors évidemment, je ne parle même pas de ceux qui jettent de la soupe sur des œuvres d'art, ce qui est vraiment d'une bêtise absolue. Mais oui, c'est d'une bêtise absolue. Mais surtout, ce que je vois en France aujourd'hui, mais évidemment, on le voit aussi aux États-Unis, on le voit dans d'autres pays d'Europe, c'est qu'il y a un recul aujourd'hui sur l'écologie. Il y a un reflux. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui disent bon, si c'est pour être embarqué dans cette radicalité, c'est non. Alors que nous avons besoin d'agir. Un autre sujet, nous avons besoin d'agir, un autre sujet dans l'actualité, celui de la 69, l'autoroute donc qui est censée relier Toulouse à Castres. Le chantier a donc été suspendu, les travaux ont été suspendus la semaine dernière par le tribunal administratif de Toulouse. L'autoroute de la discorde, les associations de défense de l'environnement sont vent debout depuis des années. La préfecture, elle, affirme qu'il y a un intérêt général, la majorité des élus locaux également. Vous avez signé une tribune dans le Figaro la semaine dernière, justement, suite à cette décision. Vous dénoncez dans cette tribune, je vous cite, un voyage en absurdie, un égalitarisme mal placé et un refus du progrès qui ne dit pas son nom. Oui, parce que j'ai pris la peine de lire la décision de justice. Mais il y a un refus du progrès dans l'action d'un certain nombre de lire le communiqué fait par le tribunal administratif. Je ne parle pas des commentaires qui peuvent être faits dans la presse. Non, je dis vraiment, voilà ce que le tribunal administratif a dit pour ses motivations de cette décision, qui est une décision quand même qui, si jamais elle était confirmée en appel, serait un tournant très important. Parce que certains disent « Ah oui, mais il y en a déjà eu d'autres ». Non, une décision de ce type-là, ce serait vraiment un tournant. Pourquoi? Parce que ce projet, il a été déclaré d'utilité publique. Cette déclaration d'utilité publique a évidemment été contestée par les opposants et il y a eu plusieurs décisions de justice qui ont confirmé que la procédure de déclaration d'utilité publique avait été faite de façon tout à fait légale. C'est d'ailleurs remonté jusqu'au Conseil d'État. Voilà, tout à fait. Alors, si, au nom, c'est vrai, d'une disposition légale qui laisse une porte ouverte d'appréciation sur le fond au juge administratif. Si au nom de cette disposition-là, qui est issue d'une directive européenne de 92, les juges administratifs, que ce soit dans les tribunaux, en cour administrative d'appel ou au Conseil d'État, se mettent à décider à la place des élus qui sont soumis au vote des citoyens, s'ils se mettent à décider à la place des élus ce qui est utile ou ce qui ne l'est pas, ce qui est d'intérêt majeur, puisque c'est ça la formule de la directive européenne, là je pense que c'est grave. Vous estimez que le juge est sorti de son rôle dans cette décision? En tout cas, si encore une fois cette décision venait à être confirmée et que ça crée une jurisprudence, oui, ça veut dire que n'importe quel projet, alors a fortiori dont les travaux ont déjà commencé, vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'on peut encore faire des recours sur l'intérêt public, alors que la déclaration d'utilité publique a été signée et validée. Là, il faut remettre un peu d'ordre dans notre législation. Remettre un peu d'ordre, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc davantage encadrer le champ d'intervention des juges, c'est ce que vous dites, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire une loi? C'est pas un petit débat que vous entamez là. Oui, mais je crois que c'est le travail normalement des législateurs. J'ai été député pendant 14 ans, ministre pendant 1 an, que ce soit le gouvernement ou le Parlement, on doit évaluer une loi, comment elle est appliquée, et si on voit qu'à un moment donné, il y a une dérive dans son application, il est tout à fait normal que le Parlement, et je pense qu'il devrait le faire sans tarder d'ailleurs, mais tranquillement, voir comment on pourrait remettre les choses dans le bon ordre, sachant que le problème des recours contre des projets, on a l'impression que c'est des recours perpétuels qui ne s'arrêtent jamais. C'est pas nouveau. Et je peux vous dire, quand j'étais ministre, nous avions déjà lancé le chantier, mais malheureusement, il n'y a jamais eu de suite, ni au niveau des gouvernements successifs, ni au niveau du Parlement. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec cette décision, le tribunal administratif a quelque part validé le projet de société des écologistes radicaux? En tout cas, une forme de décroissance. Oui, quand on lit les attendus du tribunal administratif, on peut sérieusement se poser la question, parce que quand vous avez un juge au tribunal administratif qui commence à argumenter sur le fait de savoir si c'est utile de gagner 20 minutes sur un trajet de 80 ou 90 km, là vous pouvez quand même vous dire, mais attendez, où est-ce qu'on est? Quand vous avez le même juge au tribunal administratif qui vient, et c'est pour ça que j'ai parlé d'égalitarisme mal placé, dire que ce serait un problème si les personnes qui ne prendraient pas l'autoroute, si l'autoroute était faite que sur cette route traditionnelle, on irait moins vite. Attendez, c'est toujours été comme ça. En France, vous avez le choix. Si vous ne voulez pas prendre une autoroute à péage, on maintient toujours un trajet sans péage. Évidemment, vous allez moins vite. Mais en revanche, dire que ça n'est pas un progrès, ça, c'est un vrai débat de société. Est-ce que avoir des trajets plus ou moins longs
quand vous êtes dans des trajets quotidiens, quand vous partez en vacances, quand vous allez à un rendez-vous professionnel. Est-ce que avoir un trajet plus long, c'est mieux? Non, le progrès, c'est quand même de raccourcir les temps de transport. C'est clairement deux visions de l'écologie qui s'opposent. Ah mais deux visions de l'écologie, deux visions aussi du développement. Ce même tribunal administratif dit quand même que la ville de Castres se portant plutôt bien, la population ne baisse pas, l'économie semble plutôt correcte, eh bien donc il ne faut pas chercher à la désenclaver. Est-ce qu'on doit attendre que cette même ville de Castres connaisse des difficultés économiques? On sait qu'il y a une industrie. C'est quand même rare qu'une grande industrie pharmaceutique de classe mondiale ait un siège dans une ville française de cette taille-là. Et si cette industrie décidait d'aller ailleurs, à ce moment-là, on dirait « Ah, il faudrait peut-être faire une route », mais il serait trop tard. Donc, vous voyez que c'est quand même des visions du monde qui sont très différentes. Et je finis sur un point qui est très important. On continue à juger sur des critères du passé. C'est-à-dire, on dit « Oui, mais si on crée une autoroute, ça va faire plus d'émissions de gaz à effet de serre, puisqu'il y aura plus de voitures, plus de camions qui vont rouler dessus. » Oui, mais justement, on est en train de faire des voitures et des camions qui n'émettent plus de gaz à effet de serre, grâce aux voitures électriques notamment. Donc, il faut se projeter dans cet avenir de façon dynamique, de façon positive. Moi, je le crois, de façon optimiste. On trouve des solutions et il faut les mettre en œuvre au lieu de les freiner. Et on précise qu'en ce cas précis, l'annulation du projet est encore loin d'être actée, vu qu'effectivement, vous l'avez rappelé, l'État a fait appel. On parlait donc de ces décisions de justice, de l'influence que peuvent avoir un certain nombre de militants sur les décisions. On parle aussi des ONG, très influentes, notamment à Bruxelles. On en a beaucoup parlé ces temps-ci, qui usent donc de leur pouvoir d'influence pour faire passer un certain nombre de projets. Est-ce que là aussi, très concrètement, lorsque vous étiez ministre, lorsque vous étiez aux affaires, c'est quelque chose auquel vous avez été confronté? Et si oui, de quelle manière? Ah oui, vous avez sans cesse des ONG qui se créent sur un sujet. Personne ne cherche à savoir s'il y a plus que 3 ou 4 personnes dans l'association en question. Bon, vous savez, il y a quelques années, il y a eu une association qui a été créée, Notre Affaire à tous. Mais elle était tellement à tous qu'il y a quelques personnes dedans. Hein. C'est juste pour faire des recours juridiques. Donc des organisations un peu... et ensuite, qui n'ont pas vraiment de sens. Le but pour ces associations, c'est de réussir à mettre un sujet dans l'actualité, dans les médias. Moi, j'ai quand même eu, quand j'étais ministre, une association bien connue, donc je le dis, Sea Shepherd, c'est facile à vérifier, qui a tenté de faire croire, avec des tweets, avec de la communication, qu'il y avait une marée noire sur les plages des Landes. Alors évidemment, branle-bas de combat, tout le monde s'inquiète, à juste titre. Et puis en fait, quand on a regardé, vous savez ce que c'était, la marée noire? C'était, oui, avec des photos vues d'avion ou vues de drone, on pouvait croire que c'était une marée noire, mais c'était des algues pourries. Donc il y a des algues en décomposition. En l'occurrence, si qui diffusent des fausses informations. Qui, à ce moment-là, ont voulu faire le buzz. Peut-être. Ont voulu faire le buzz. Bon, après, on reconnu, mais bizarrement, une ONG qui fait le buzz comme ça, avec quelque chose d'aussi grossièrement faux, personne ensuite ne considère que peut-être sa parole a moins de valeur. On continue à la mettre en valeur. Et je pourrais vous donner d'autres exemples. Et je me souviens, y compris, d'un journaliste, bon, je ne peux pas donner son nom parce qu'il me l'a dit dans une conversation dans un couloir de rédaction, mais qui m'a dit, vous savez, on passe à l'antenne, une grande radio de service public française, on passe à l'antenne des rapports d'ONG sans avoir fait aucun travail de recoupement, aucun travail normalement journalistique, où on va vérifier, où on va faire une contre-expertise, etc. Alors que si c'était un rapport du gouvernement, ou si c'était un rapport du Parlement, on le ferait. Donc il faut quand même que là aussi, on revienne à des choses un peu plus sensées. Question François Toggi, parce que c'est une question que les gens se posent nécessairement. Vous n'aviez pas le pouvoir de leur résister lorsque vous étiez ministre? Si, je l'ai fait d'ailleurs parfois, et heureusement. Et j'ai vu d'ailleurs que des associations qui tentaient de faire des polémiques, etc., parfois ça faisait pchit, heureusement. Mais il y a une pression très forte quand on est ministre ou quand on est député, et c'est difficile d'y résister parce que les médias accompagnent, voire, j'ai envie de dire, suscitent cette pression. Et là, il y a un autre sujet qu'il va bien falloir poser un jour, qui est quand même le fait que des journalistes, des rédactions importantes, des médias importants ne se cachent presque plus de faire campagne sur ces sujets. C'est-à-dire ils ne font pas de l'information, ils font du militantisme. Merci beaucoup François Toggi. Vaste sujet, le sujet Merci. que l'on aura donc l'occasion de découvrir sur votre chaîne YouTube. Et si l'économie sauvait l'écologie, votre chaîne YouTube avec donc je crois un premier épisode de vidéo sur l'intelligence artificielle. Là aussi, c'est un vrai sujet. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité. On va parler d'un livre à présent, un témoignage de vie, témoignage extrêmement poignant, celui d'Olivia Morel. Il y a 3 ans, elle a découvert qu'elle était née d'une gestation pour autrui aux États-Unis. Aujourd'hui, elle milite pour l'interdiction de la GPA, pratique qu'elle juge cynique et mercantile. On en parle avec elle dans un instant. Avant ça, je vous propose d'écouter le point de vue du professeur René Friedman, le pionnier du premier bébé éprouvette. Il était notre invité il y a quelques semaines. Qui utilise une autre personne à ses propres fins
me pose des questions éthiques. Effectivement, je me suis toujours opposé à cette aliénation d'une femme pour une autre qui doit se séparer d'un enfant parce qu'elle a signé un contrat. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà lu les contrats des mères porteuses, mais c'est quand même question, la distance, c'est ça entre l'enfant et la mère. Oui, porteuse, mais c'est surtout que tout est calculé, tout est financé. C'est une subordination qui est intolérable. L'opposition que plusieurs personnes ont eue a permis d'avancer quand même en France, pour dire non, on ne veut pas d'une GPA commerciale, ceux qui veulent la GPA. Alors, tout le monde est contre. Ce qui se passe dans la majorité du monde, c'est que c'est commercialisé. Oui, c'est aux États-Unis. 100 000 euros. Donc, la commercialisation du corps humain, et particulièrement de la femme, est quelque chose qui est contradictoire avec nos pensées. Donc, tout le monde dit, ça aboutit à ce qu'on dise, non, on va faire une GPA éthique. Ce qui n'existe pas, ce qui est vraiment un conte pour enfants, qui est du binounours, parce que justement les avocats, les médecins, les femmes qui acceptent ce genre de projet, dans les pays, il n'y a pas de GPA éthique. Bonjour Olivia Morel. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes auteur de Où es-tu maman aux éditions du Rocher, oui. livre témoignage très puissant, très émouvant, dans lequel, je le disais, vous racontez votre parcours, donc cette peur de l'abandon qui vous a animé tout au long de votre enfance, la quête de votre mère biologique, votre combat actuel contre la GPA, ce combat que vous portez de manière très forte aujourd'hui. Vous êtes d'ailleurs porte-parole de la déclaration de Casablanca. Ça fait quelques années que vous avez décidé de partager votre histoire, d'abord sur les réseaux sociaux, dans les médias. Vous l'avez d'ailleurs fait dans cette émission. Et puis maintenant dans ce livre. Pourquoi avoir décidé de vous engager corps et âme contre la GPA ? Vous lancez même aujourd'hui un appel à son abolition universelle. Alors j'ai décidé de lutter pour l'abolition universelle de la gestation pour autrui parce que je sais que ça peut causer des troubles aux enfants nés par gestation pour autrui, mais aussi parce qu'une femme n'est pas un vaisseau gestationnel pour les riches. Tout simplement. Vous décrivez dans ce livre, à propos de la GPA, vous parlez d'une pratique que vous jugez immorale, mercantile et finalement complètement sans scrupules. Oui, absolument, mais c'est ce que c'est. On achète, on vend des êtres humains, on loue des utérus, et il y a... c'est un marché extrêmement lucratif où on ne prend pas en compte l'aspect psychologique de l'enfant à naître, son intérêt supérieur, ni aussi la mère porteuse, ses besoins, et aussi tous les effets que ça peut produire sur la mère porteuse. Il y a effectivement deux questions, clairement, dans ce livre. D'abord, le sort des mères porteuses, et puis les conséquences de cette pratique sur, effectivement, les enfants. Et vous savez de quoi vous parlez. C'est le début de vos interrogations, le début de vos recherches. C'est ça qui vous a animé pendant toute votre enfance, c'est ce manque de lien avec vos parents, cette peur permanente de l'abandon. C'est cette peur permanente de l'abandon, et c'est aussi l'arrachement de mes racines, de mon identité. C'est cette crise identitaire qui a vraiment causé beaucoup de problèmes. Quelque chose que vous avez ressenti dans votre corps, dans votre esprit, dans mes tripes. Comment cela s'est manifesté? Toute petite, déjà, j'écrivais j'avais un journal intime, j'écrivais « Je ne suis pas française, je suis américaine ». Donc déjà très petite, je manifestais le fait que je n'étais pas du tout française et que j'étais américaine. Et donc voilà, j'étais une enfant très perturbée, très perturbée. Comment êtes-vous parvenu à la conviction que ce mal-être, là aussi dont vous parlez assez largement dans ce livre, comment êtes-vous parvenu à la conviction que c'était la conséquence directe de la GPA? Alors parce que j'ai suivi une psychanalyse, et que je suis suivie encore d'ailleurs par une psychanalyse et un psychiatre qui sont là pour moi et qui m'épaulent dans le chemin de la reconstruction, de ma reconstruction. Mais on revient toujours à la même chose, c'est la séparation de ma mère que j'ai eu à subir à la naissance. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition dans ce que vous décrivez. Oui, bien sûr, c'était de l'intuition jusqu'à mes 30 ans, quand j'ai eu le test ADN et que j'ai eu la preuve irréfutable que j'étais née par gestation pour autrui. Mais oui, c'était de l'intuition, c'est inné. Mais c'est comme les enfants qui sont nés, qui malheureusement sont adoptés, qui sont abandonnés. Ils le savent à l'intérieur, ils ont l'appel de leur gène, ils ont besoin d'aller dans leur pays, pour la majorité d'entre eux. Ils ont besoin de connaître leurs racines. Moi, c'est exactement la même chose. Vous avez aujourd'hui la conviction que la GPA est un facteur qui favorise
l'apparition de troubles psychologiques. C'est votre témoignage et c'est votre conviction. Alors c'est ma conviction. Après, il n'y a pas d'études sur les enfants nés par gestation pour autrui. Donc il faudrait peut-être commencer par là, étudier un petit peu ce que ça peut provoquer. Mais oui, quand on sépare un enfant de sa mère à la naissance, ça ne peut que provoquer des troubles psychologiques plus tard. On sait, on nous bassine à longueur de temps quand on est enceinte. Naturellement, on va avoir un enfant. Chaque mère qui a eu un enfant le sait. On dit il faut parler à l'enfant, il faut lui jouer de la musique, il faut lui mettre du Mozart, il faut faire attention à ce qu'on mange, et voilà, parce qu'il faut continuer à lui parler, parce qu'ensuite il faut savoir que, et ça c'est mon amie Marie-Estelle Dupont, que peut-être vous connaissez, qui est intervenue effectivement, évidemment, qui est adorable, qui dit que la voix de la mère stimule plus qu'aucune autre les aires cérébrales de l'enfant, et c'est ce qui va favoriser son bon développement. Donc évidemment que ça va causer un trouble, évidemment, et puis d'arracher l'identité à un enfant qui va devoir aller rechercher son identité toute sa vie. On ne peut pas se construire sans savoir d'où on vient. C'est impossible. C'est impossible. Donc oui, évidemment que ça provoque des troubles psychologiques qui sont assez graves. Alors je ne dis pas que ça va apparaître dans tous les enfants, évidemment. Mais ça peut apparaître par exemple dans la génération d'après, parce que ce sont des traumatismes qui sont transgénérationnels. Vous avez rencontré beaucoup de personnes nées de GPA. Oui. Vous avez recueilli également le témoignage de femmes directement concernées, de mères porteuses. Vous avez également parlé avec beaucoup de médecins. Et ce que vous décrivez dans ce livre, c'est un système dans lequel finalement la voix de ces mères porteuses, elle est quasiment pas entendue. Tout est tourné, expliquez-vous, vers le business. Alors tout est tourné vers le business. Elles ne sont pas entendues parce qu'elles ne peuvent pas parler. Elles ne peuvent pas parler parce qu'elles sont pieds et poings liés par un contrat juridique dans lequel elles ont signé une clause de confidentialité, et elles ne peuvent pas parler. Elles ne peuvent pas parler, sinon, malheureusement, elles sont traduites devant la justice et elles sont attaquées et elles ne peuvent pas payer des frais d'avocat. C'est impossible. Donc, elles sont réduites au silence. Et vous dites également dans ce livre, la majorité de ces intervenants, les intervenants de la GPA, n'appartiennent pas au domaine médical, mais relèvent de la sphère marchande. Oui. Quelle est la part d'intervention des médecins dans une GPA ? Alors, elle n'est pas marginale, elle est indispensable. Le médecin, en réalité, si demain les médecins arrêtaient de faire de la gestation pour autrui, il n'y aurait plus de gestation pour autrui. Mais si les médecins faisaient vraiment leur boulot, c'est-à-dire soigner, c'est-à-dire guérir, aujourd'hui, un médecin ne guérit pas et ne traite pas l'infertilité avec la gestation pour autrui. Parce que ce qui se passe, c'est que les parents d'intention qui sont infertiles ressortent avec un enfant, mais ils sont toujours infertiles. On est d'accord. Donc, ils ne font pas leur travail, les médecins. Par contre, ils participent à un business très très lucratif qui est estimé à 195 milliards de dollars en 2034. Et ça, c'est terrible. Donc, ils font partie de ce commerce. Et qui concerne un nombre grandissant de femmes. Vous parlez de tout un système d'exploitation et vous racontez également comment sont recrutées ces mères porteuses. Oui, elles sont recrutées sur la base de critères physiques. Si elles sont blondes, si elles sont brunes, la couleur de leurs yeux, leur intelligence. Leurs antécédents de santé. Leurs antécédents de santé, comment elles ont accouché, si elles ont eu des enfants. Il y a une longue liste de critères sur lesquels elles sont choisies. Avec également des injections hormonales qui vont ensuite être pratiquées pendant toute la durée de la grossesse, au mépris de la santé de On n'a encore une fois, aucune étude sur les effets de ces grandes doses d'hormones qui sont injectées à ces femmes. Aucune. Donc on ne sait pas ce que ça va leur causer sur le court, moyen, long terme, ce qui est gravissime aujourd'hui. On n'a jamais vu ça dans la médecine. Normalement, on fait des études, puis ensuite on administre des médicaments. Je veux juste revenir sur un médicament qui s'appelle le Lupron. C'est un médicament qui est donné dans le cas de bloqueur de puberté. C'est un bloqueur de puberté. Et dans le cas de cancer de prostate avancé. Bon, bref. Et la FDA, donc Federal Drug Administration aux États-Unis, n'autorise pas ce médicament à être donné pendant une gestation pour autrui. Pourtant, ce médicament est administré aux mères porteuses. Et ça a fait un scandale parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont regroupées et qui ont décrit des effets secondaires absolument terribles, comme la maladie des os brisés, comme des chutes de dents, des douleurs chroniques, bref, une longue liste d'effets secondaires. C'est un scandale médical insupportable et on n'entend pas parler. Qui est passé sous silence. Qui est passé sous le silence complètement. Dans ce livre, vous parlez également de ce que vous appelez les fermes à GPA. Oui. Et là, vous donnez des exemples très concrets en Inde, au Nigeria, au Népal ou même en Géorgie, je crois. De quoi est-ce qu'il s'agit précisément ? Alors, il s'agit de femmes qui sont mises dans des maisons ou dans des appartements et qui doivent rester
du début jusqu'à la fin de la grossesse pour donner les enfants à des parents commanditaires. Donc elles sont coincées, elles sont bourrées d'hormones et elles sont forcées à accoucher pour justement participer à malheureusement pour nous redonner le bébé à la fin à des couples d'intention. Alors il y a là, en plus récemment il y a eu des cas absolument horribles. Je pense notamment à le dernier cas, c'était la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, 100 femmes ont été forcées de Thaïlande, donc elles ont été trafiquées de Thaïlande en Géorgie, dans justement une ferme à gestation pour autrui. Elles ont été bourrées d'hormones, on a ponctionné leurs ovocytes. Bref, une catastrophe c'est tellement catastrophique et c'est tellement insupportable que la rapporteuse spéciale aux Nations Unies de la violence de la violence faite aux femmes et aux filles s'est emparée du sujet de la gestation pour autrui pour son rapport annuel en 2025. C'est devenu un fléau assez grave, et je pense aussi à l'Ukraine. Alors l'Ukraine, justement, effectivement, c'est devenu parce que là-bas c'est légal en Ukraine, oui, pour les couples hétérosexuels. Oui. C'est devenu effectivement un lieu privilégié pour la GPA, avec notamment des couples français qui y ont recours. Oui. Est-ce qu'on sait déjà quelle est l'ampleur du phénomène ? C'est énorme. C'est un marché qui est énorme là-bas. De toute façon, moi je dis toujours, l'Ukraine, c'est le plateau tournant du trafic des êtres humains. C'est l'endroit parfait. Et d'ailleurs, je vais citer le directeur de Biotexcom en Ukraine, qui est une des plus grosses agences de gestation pour autrui en Ukraine, qui d'ailleurs c'est l'agence qui a fait la promotion Black Friday, hein, si on se souvient bien, il y a quelques années pour la gestation pour autrui. Il dit: nous recherchons des femmes dans les anciennes républiques soviétiques parce que logiquement, elles doivent venir d'endroits plus pauvres que nos clients. Je n'ai pas rencontré une seule femme ayant une bonne situation économique qui ait décidé de suivre ce processus par gentillesse ou parce qu'elle a suffisamment d'enfants et qu'elle veut aider quelqu'un d'autre qui en veut. Donc ça vous montre bien qu'ils en ont rien à faire de la femme. Il y a un business juteux. Mais c'est juteux, mais c'est des milliards, on parle de milliards. Une GPA, c'est combien ? C'est 40, 50 000 euros ? Ça dépend. Si vous allez en Ukraine, 35 000 euros, vous avez un bébé. Voilà. Vous allez en Afrique, peut-être pour 7 000 euros, vous avez un bébé. Et si vous allez aux États-Unis, c'est 200 000, 300 000. Ça va dépendre de ce que vous voulez exactement, une couleur de yeux, de cheveux. Est-ce que, Olivia Morel, ce combat que vous portez, ce message, est-ce qu'il rencontre un écho dans la sphère politique ? Oui. Alors aujourd'hui, ce qui est assez chouette, c'est qu'en France, on a Valérie Boyer, une sénatrice des Républicains, oui, qui nous suit, et avec qui on a fait une proposition de loi, donc qui est là et on attend juste qu'elle soit mise à l'ordre du jour. Une proposition de loi pour interdire. C'est déjà interdit en France. Alors c'est interdit en France, mais qu'est-ce que ça viendrait apporter ? Ça viendrait apporter déjà une interdiction un peu plus stricte de la gestation pour autrui. Ensuite, ça interdirait les Français d'aller à l'étranger et revenir avec un enfant. Exactement comme l'Italie l'a fait récemment. L'Italie a passé une loi absolument parfaite où aucun de ses ressortissants peuvent aller à l'étranger et revenir avec un enfant sous peine d'emprisonnement. Vous voulez interdire le recours à la GPA à l'étranger. C'est exactement, quelque chose qui est parce que c'est totalement hypocrite. Généralisé. Oui, c'est hypocrite. On va à l'étranger, on utilise une femme, on abuse d'une femme qui est souvent qui est pauvre, et on revient avec le bébé, on met la France devant le fait accompli, et il faut absolument reconnaître l'enfant en France. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut, sanctionner les personnes qui vont à l'étranger et qui reviennent avec un enfant. C'est très important. Les pro-GPA, et il y en a beaucoup, affirment que, justement, à rebours de ce que vous dites, les GPA pratiqués à l'étranger, il y a de plus en plus de personnes qui montrent qu'en réalité, cela n'a pas d'effet de troubles psychologiques, que c'est tout à fait acceptable. Qu'est-ce que vous leur répondez ? J'aimerais bien voir les études, parce que je ne les ai pas encore vues. En tout cas, ils disent qu'ils n'ont pas observé dans les témoignages de troubles. Vous pensez que ils se trompent, ils mentent ? Je pense pas que. Alors, j'ose espérer qu'ils ne mentent pas, et je pense qu'ils se trompent. Mais malheureusement, aujourd'hui, la réalité, c'est que dans les contrats, je l'ai dit comme au début, ces femmes, ces mères porteuses, elles ne peuvent pas parler parce qu'elles elles ont interdiction de parler. Elles n'ont pas assez d'argent pour pouvoir aller en justice et lutter et parler ouvertement. Dernière question extrêmement rapidement, Olivia Morel. Est-ce que vous croyez à la possibilité d'une GPA éthique, ou bien est-ce que là aussi, selon vous, c'est plutôt un mensonge ? Comme le docteur René Friedman le dit très bien, non, il n'y a pas de GPA éthique. Ça n'existe pas. Par contre, il y a c'est un mensonge, et c'est quelque chose qu'on essaie de nous faire avaler par les médias aussi, beaucoup, médias mainstream, avec des belles histoires, mais c'est pas parce qu'il y a de belles histoires et c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont heureux que forcément
pratique et plus éthique pour autant. Il n'y a pas de moyen éthique de louer un corps, il n'y a pas de moyen éthique de vendre et d'acheter un enfant, et ça doit être aboli, absolument. Merci beaucoup Olivia Morel. Je rappelle le titre de votre livre, ça s'appelle « Où es-tu maman ? Le témoignage poignant d'une femme née par GPA », c'est aux éditions du Rocher, et c'est un livre qui est à retrouver en librairie. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour votre témoignage dans notre émission. C'est la fin de Point de vue, on se retrouve bien sûr demain, toujours à midi et toujours sur le Figaro TV. Excellent après-midi à tous.